Bonjour tout le monde, puis bienvenue à votre premier cours de méthode quantitative en ligne. Donc aujourd'hui, on parle des mesures de position. Donc, première chose qu'on va voir, on va regarder ensemble c'est quoi l'utilité de ces fameuses mesures de position. Ensuite, on va parler des différents quantiles. Après ça, on va passer au rang, puis on va terminer avec la cote Z. Puis à la fin, j'ai un exercice pour vous. Donc, les mesures de position, ça sert à quoi? Ça sert à situer une donnée par rapport aux autres. Donc, on va avoir besoin des mesures de tendance centrale qu'on a vues avant la semaine de lecture, puis des mesures de dispersion qu'on va utiliser conjointement à ces mesures-là pour faire l'ensemble de nos calculs. À quoi ça sert? Première utilisation, on peut déterminer quel candidat est le meilleur parmi une liste pour entrer dans un programme contingenté. Donc, si les universités vont utiliser entre autres la cote R, celle-là on ne la verra pas, elle est dans le manuel, mais en raison de la quarantaine, on enlève un peu de contenu, on ne verra pas la cote R. Donc, ils vont servir de la cote R, qui est une mesure de position pour déterminer qui va entrer dans un programme contingenté. Le domaine du sport aussi est assez friand des mesures de position. Donc, tantôt, on va parler des rangs. Mais si on regarde le sport, est quand même un monde qui a beaucoup de statistiques. Puis, un des buts principaux du sport, c'est de déterminer qui est le meilleur. Donc, comment déterminer la performance, pouvoir comparer différents athlètes. Petite note qui est quand même importante à savoir, donc le calcul des différentes mesures de position, on peut seulement faire ça sur des variables quantitatives. Donc, évidemment, on ne peut pas vraiment positionner une variable qualitative par rapport aux autres parce qu'on a vu qu'on pouvait, la plupart du temps, on ne peut même pas les ordonner quand elles sont nominales. Puis même ordinales, on ne peut pas faire d'opération mathématique. Donc, les quantiles, c'est quoi ça? Donc, c'est des valeurs. Donc, c'est important de comprendre que le quantile est égal à une valeur de la série statistique. Donc, on va ordonner notre série statistique. Le quantile correspond à une valeur qui va diviser ma série en plusieurs groupes qui comportent des nombres, une même proportion, de données. Donc, ce sont des valeurs de la variable, puis ils vont s'exprimer toujours dans les mêmes unités. Donc, les plus couramment utilisés, ceux qu'on va voir aujourd'hui, sont les quartiles, les quintiles, les déciles, et puis finalement les centiles. Donc, les quartiles sont trois valeurs dans ma série qui vont permettre de diviser en 4 groupes qui comprennent chacun 25% des données. Donc, sont représentés par la lettre Q, donc Q1, Q2 et Q3. Donc, 3 valeurs pour séparer une série en 4. Ensuite, on a les quintiles. Donc, les quintiles, eux, donc le symbole va être représenté par V, donc V1, V2, V3 et V4, puis ils vont se séparer en 5 groupes qui contiennent chacun 20% des données. On a les déciles, D1, D2, D3, on va se rendre jusqu'à D9, qui séparent en 10 groupes qui comportent chacun 10% des données, puis les centiles, qui vont séparer ma série en 100 groupes, donc de C1 jusqu'à C99, donc 100 groupes qui vont chacun contenir 1% des données. C'est facile pour les retenir, ou du moins pour les quartiles, les déciles, les centiles. Quartile, Q, donc Q1, Q2, Q3. Déciles, D1, D2, D3, D4, etc. Centiles, C1, C2, C3, et ainsi de suite. Les quintiles, pourquoi c'est V? On fait référence aux chiffres romains. Donc, quinte, 5, donc V. Donc, les chiffres romains, c'est peut-être pas la spécialité de tout le monde, mais bon, pensez à votre bon vieux Charles Rocky. Donc, Rocky 5, Rocky V pour les quintiles. Donc, on va poursuivre avec l'écart interquartile. Donc, l'écart interquartile, c'est une autre mesure qu'on peut utiliser. Puis comment on va faire pour la calculer? Donc, pour arriver à ça, on va faire Q3 moins Q1. Ce qui va présenter, en fait, c'est quoi l'intérêt de l'écart interquartile? C'est, on le voit un petit peu ici dans la figure qui est là, excusez l'anglais. Donc, elle permet vraiment de délimiter le 50% des données qui est au centre. Égalité importante à considérer quand on parle des mesures de position. La médiane, donc qui sépare ma série en deux groupes de 50%, est toujours égale au deuxième quartile. Pourquoi? 25 plus 25 égale 50, qui va être égal au cinquième décile, 5 fois 10, et au 50e centile, 50 fois 1, et ainsi de suite. Comment on va les localiser, nos quantiles? Donc, on va utiliser la méthode graphique. Je vous avais dit avant la semaine de lecture que l'ogive, ou courbe des fréquences cumulées, prendrait vraiment son importance dans la deuxième partie de la session.
Donc, ça, c'est une courbe que j'ai prise dans votre manuel. Donc, on a une répartition cumulée de 150 salariés d'une usine selon l'ancienneté. Donc, comment on va faire pour les localiser? Donc, on va aller sur l'axe des Y, donc pourcentage cumulé. On va aller au pourcentage qui correspond au quantile qui m'intéresse. Donc, si on regarde le premier ici, premier quartile, on va monter jusqu'à 25%. On va tracer une ligne droite jusqu'à temps qu'on frappe l'ogive. Puis, la valeur qui correspond sur l'axe des X va être le premier quantile. Donc, premier quartile, pardon. Si je m'intéresse, ici, on voit là, le deuxième quintile, donc V2, donc 2 fois 20% va me donner 40%, puis je descends, puis on va aller voir où ça frappe sur l'axe des X. Comment on va faire pour interpréter tout ça? Donc, la fameuse formulation est la suivante. Donc, environ, on va préciser le pourcentage du quantile, donc 25, 30, 50, etc. Des, on va préciser nombre et nom de nos unités statistiques, mises en contexte si nécessaire. On va préciser c'est quoi le nom de la variable. Compris entre, on va placer notre point de départ de l'ogive, et moins de, puis finalement, on termine avec la valeur de la variable qui correspond au quantile qu'on nous a demandé. C'est sûr, écrit comme ça sonne un petit peu compliqué. Donc, on va aller voir ce que ça donne dans un exemple, puis ça devrait devenir un petit peu plus clair. Donc, cette fois-là, avec quoi on travaille? Répartition cumulée de 1000 femmes selon leur taille en centimètres. Je vous demande de localiser le 40e centile puis donner son interprétation. Donc, sur l'axe des X, je me rends à 40%. Sur l'axe des Y, pardon, important de ne pas se tromper, je me rends jusqu'à 40%. L'équivalent sur l'axe des X, on va l'estimer à environ 160. Donc, ma fameuse interprétation, là, ça va être un peu plus clair, je pense, environ 40% des 1000 femmes ont une taille en centimètres supérieure à 145 et inférieure à 160. Fait que si on regarde cet exemple-là, on va vraiment retrouver là, tous les éléments qui étaient dans la diapositive précédente. Donc, comme des gens qui essaient d'aller chez Costco ces temps-ci, donc nous, on va faire pour les prochaines minutes, pour eux, c'était plus les prochaines heures, des rangs. Donc, le rang d'une donnée sert à situer des données classées en ordre les unes par rapport aux autres. Donc, c'est important, premièrement, d'ordonner les données. Si les données sont dans le désordre, bien évidemment, on ne peut pas trouver de rang. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à 3 types de rangs. Rang brut, rang cinquième, puis finalement, rang centième. Le rang brut, comment on va faire pour le calculer? Position d'une donnée dans une série statistique ordonnée. Donc, c'est aussi simple que ça. On ordonne nos données, puis on va donner c'est quoi la position. Donc, selon l'ordre employé, est-ce que c'est un ordre croissant ou un ordre décroissant? Donc, on va obtenir le rang brut de la manière suivante. Donc, 1 plus le nombre de données de valeur inférieure à x, x étant la donnée qui m'intéresse. Si je travaille en ordre croissant, puis je vais faire 1 plus nombre de données de valeur supérieure à x si je travaille en ordre décroissant. Petit exercice vite vite. Donc, donner le rang brut des golfeurs dont les résultats au cours d'un tournoi sont 75, 75, 80, 80, 80, 80, 85, 86, 87, 90. Donc, je vous rappelle, avant de commencer l'exercice, qu'au golf, la meilleure performance, c'est celle qui a le plus petit pointage. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cet exercice-là, faites pause, puis prenez quelques minutes pour essayer de le faire. Donc, on est de retour de la pause. Donc, si vous avez fait l'exercice, vous devriez arriver au résultat suivant. Donc, au premier rang, on a nos 2 premiers golfeurs de 75. On va tout de suite aller au rang 3. Donc, on saute le rang 2 puisqu'on avait 2 golfeurs à 75. On a les 4 golfeurs qui ont 80. Ensuite, au rang 7, le golfeur à 85. Au rang 8, le golfeur à 86. Au rang 9, le golfeur à 87. Et puis, au dernier rang, on a le golfeur à 90. Rang 5e maintenant, on va peut-être vous rappeler des souvenirs de bulletin. Donc, indique le rang qu'occuperait une donnée par ordre décroissant dans un groupe de 5 données. Donc, dans le rang 5e, on est en ordre décroissant. Donc, si je suis rang 5e 1, je fais partie du groupe qui est le plus performant, entre guillemets. Donc, du moins, c'était comme ça dans votre bulletin. Puis, si je suis rang 5e 5, je fais partie du groupe qui performe le moins. Donc, comment on va faire pour calculer ça? Donc, le rang 5e d'une donnée va être donné de la manière suivante. Donc, on va faire 0,5 plus, donc on ouvre la grande parenthèse, nombre de données de valeur supérieure à x, x étant la donnée où je veux savoir son rang 5e,
plus une demi fois le nombre de données dont la valeur est x. Donc, ce résultat-là divisé par le nombre total de données fois 5. Et à la fin, n'oubliez pas de rajouter votre petit point 5. Graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Donc, on retourne à notre ogive, donc courbe des fréquences relatives cumulées. Donc, graphiquement parlant, ici, vous voyez entre A et B, on va retrouver donc, les valeurs qui ont un rang cinquième de 5. Entre B et C, donc, on va trouver les valeurs qui ont un rang cinquième de 4. Entre C et D, les valeurs qui ont un rang cinquième de 3. Entre D et E, les valeurs qui ont un rang cinquième de 2. Et finalement, entre E et F, les valeurs qui ont un rang cinquième de 1. Rang centile, donc c'est quoi celui-là? Mesure de position qui indique le pourcentage des données qui sont inférieures ou égales à une valeur donnée. Donc, le rang centile, la manière de calculer, est un peu similaire à celle du rang cinquième. Donc, cette fois-là, on va dire que le rang centième est calculé de la manière suivante. Donc, nombre de données de valeur inférieure à x, où x est encore la donnée dont je cherche le rang centième, plus une demi fois le nombre de données dont la valeur est x, divisé par le nombre total de données, fois 100. Donc, je vais vous donner la donnée en x. Donc, cette fois-là, on va monter une ligne qui se rend jusqu'à la courbe, puis l'équivalent en y va donner mon rang centième. Dans cet exemple-là, 28. À quoi ça sert le rang centile? Donc, c'est fondé sur une base de 100. Il peut me servir à comparer la position relative de données qui vont provenir de séries différentes. Donc, par exemple, comparer la performance d'un individu dans deux parties distinctes d'un même test d'aptitude. Par exemple, un test de quotient intellectuel. Code Z maintenant. Donc, la code Z va être particulièrement importante donc dans les semaines qui suivent quand on va commencer à parler de loi normale. Aujourd'hui, on va garder ça simple. La code Z va devenir quelque chose qui est assez crucial pour nous là, dans les prochaines semaines. Donc, mesure de position qui donne la mesure en nombre d'écarts type de l'écart entre une valeur et la moyenne d'une série statistique. On peut aussi l'appeler la cote standard, donc c'est la même chose. Comment on va la calculer? Donc, c'est assez simple. Pour arriver à la cote Z, donc on va prendre x, donc la donnée, moins la moyenne, divisé par l'écart type. Donc, de manière générale, ça va nous donner un nombre qui devrait être entre moins 3 et 3. Donc, comment on va interpréter ça? Une cote Z qui est négative, donc ça veut dire que c'est une valeur qui est en dessous de la moyenne. Donc, plus la cote est basse, plus la valeur est sous la moyenne. Une cote Z qui est positive indique une valeur évidemment au-dessus de la moyenne. Donc, encore une fois, plus la cote Z est élevée, plus la valeur est par-dessus les autres, donc est éloignée de la moyenne. Une cote Z qui est nulle signifie une valeur égale à la moyenne. Donc, exercice. J'ai préparé un petit exercice qui va nous permettre donc, de réviser les différentes mesures de position qu'on vient juste de voir. Donc, l'exercice est disponible sur Léa. Donc, je vous invite en fait à l'imprimer ou à l'avoir à l'écran puis un cahier d'exercice. Donc, on va le faire ensemble. Certains moments clés, je vais vous dire de faire pause puis vous pourrez faire votre partie de l'exercice dans votre cahier. Donc, vous êtes un gamer invétéré. Vous questionnez sur votre performance dans votre jeu favori et sensation du moment, Forknife. Le développeur du jeu vient tout juste de publier les statistiques suivantes concernant la scène compétitive du jeu. Donc, échantillon de 1000 joueurs choisis aléatoirement. Donc, si vous êtes gamer, vous saurez que c'est un jeu fictif, donc ce sont des données évidemment inventées. À partir de la courbe des fréquences cumulées ci-dessous, estimez la valeur des différents déciles, placez ensuite sur le graphique votre performance, qui est de 9456 points, et donnez l'interprétation pour le 9e décile des 9. Donc, on fait pause pour le faire en OK. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, j'ai placé sur le graphique donc, les 9 déciles. Donc, c'est important de noter que ce sont des valeurs approximatives. Donc, vous n'arrivez peut-être pas exactement à la même chose que moi. Donc, il y a probablement des petites différences. Votre score donc, devrait être quelque part dans ce coin-là sur le graphique. Donc, j'ai placé la petite étoile. Encore une fois, tout dépendamment si vous avez imprimé ou pas, c'est quoi votre estimé, ça n'arrivera pas exactement au même endroit, mais ça devrait arriver à peu près là. Interprétation pour le 9e décile. Donc, environ 90% des 1000 joueurs
ont un score supérieur à 1500 et inférieur à 9300. OK, donc deuxième question. On va calculer le rang centième correspondant à votre performance parmi cet échantillon-là. Donc, je vous ai mis les informations suivantes dans l'exercice. Donc, on n'aura pas besoin nécessairement de tous ces chiffres-là tout de suite, mais vous allez en avoir besoin probablement tout à l'heure. Donc, moyenne 7445, écart type 1477 et score de Brontos OMG, ça c'est vous, 9456. Donc, nombre de données inférieur à 9456, on en a 915. Nombre de données égal à 9456, on en a 3. Puis finalement, nombre de données supérieur à 9456, on en a 82. Donc, si ce n'est pas déjà calculé, ce serait le moment de le faire. OK, parfait. Donc, maintenant que tout le monde a fait son calcul, comment on fait pour arriver au résultat? Donc, on va prendre la formule qu'on a vue tantôt. Donc, nombre de données de valeur inférieure à x 915 plus une demi fois nombre de données dont la valeur est x, c'est 3. Puis finalement, on va diviser ça par le nombre total de données, qui est 1000 fois 100. On arrive à un rang centième de 92. Donc, là-dedans, je vous avais mis nombre de données supérieur à 9456, on n'avait pas besoin de ça. Ça peut arriver des fois à l'examen que je mette des données dont vous n'avez pas besoin, des chiffres superflus, c'est juste, c'est des pièges. Donc, c'est important de savoir les éviter. OK, troisième question. Votre meilleur ami est streamer du populaire jeu de cartes à collectionner Stoneheart, qui utilise un système de classement pointage similaire à votre jeu Fortnite. Elle clame que sa performance par rapport au reste du groupe est meilleure que la vôtre. Est-ce qu'elle a raison? Donc, score moyen parmi le groupe, 247, écart type, 38, puis score d'Alistraza, votre ami en question, 298. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ce serait le moment de faire pause pour résoudre l'exercice. OK, parfait. Donc, comment on fait pour arriver à la solution? On va calculer les codes Z. Donc, pour nos deux joueurs. Donc, code Z pour vous, 1,36. Donc, on se rappelle, on va prendre votre résultat, moins la moyenne, divisé par l'écart type. Code Z de votre ami, 1,34. Donc, a-t-elle raison de clamer que sa performance est meilleure que la vôtre? Nope! Donc, c'est tout pour la semaine, donc vidéo de la semaine. Donc, ici, je vous ai mis le devoir qui est également disponible dans le PowerPoint. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, les numéros que j'ai mis en vert sont vraiment les numéros essentiels. Puis attention, c'est important de faire tous les numéros. Donc, essentiel, important et approfondissement. Mais ce que je veux dire par là, je vous rappelle, les numéros verts sont vraiment les numéros les plus cruciaux. Donc, ça touche vraiment les habiletés les plus basiques, qui vont être les plus importantes pour l'examen. Puis quand on monte dans la hiérarchie, c'est des choses un peu plus complexes, mais ce sont toutes des questions qui pourraient se retrouver éventuellement à l'examen. Vous allez aussi trouver sur Léa un mot croisé qui couvre la matière des chapitres 5 et 6 avec sa solution qui s'en vient prochainement. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée.